Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de ReasonML. Qui sait ce que c'est ReasonML? Qui connaît juste le nom? Qui connaît même pas? Ok, ça va être assez technique, mais l'idée, c'est aussi de vous montrer que même si je vais m'orienter sur la partie technique, ça peut être aussi un bon plan de réfléchir d'un plus haut niveau et de regarder au-delà de la partie purement technique. Ce qui est intéressant d'un point de vue, on va dire, business, quoi. Pourquoi ReasonML, ça pourrait être une bonne solution pour vous. Alors, dans un épisode précédent, je vous avais parlé de est-ce que vous avez besoin de Redux, tout ça. Bon, et je vous avais montré vite fait, bon voilà, on sait tous que c'est Redux, c'est cool. Et je vous avais parlé d'une partie sur laquelle Redux avait été inspiré par Helm. Et Helm, c'est assez proche quand même de ReasonML. Et donc je vous avais balancé un slide comme ça où il y avait du React. C'est pour ça que je vous fais cette petite presse, parce que derrière, on peut faire du React de manière plus sécurisée que du JavaScript. Alors on va faire un petit tour rapide sur JavaScript, pourquoi c'est un petit peu sale JavaScript dans le fond, hein, même si c'est cool. Ce qui est cool, donc, c'est que c'est disponible partout. Ça fait mieux que Java, dans le sens Java, ça voulait pouvoir tourner dans les machines à laver. Et maintenant, on a du Node dans des mini PC, des Arduino, des trucs comme ça. C'est très facile à démarrer. Il suffit à n'importe qui d'ouvrir une console et d'aller taper des trucs dans la console d'un navigateur. Même votre petit frère de 5 ans peut le faire. Et on a plusieurs paradigmes de programmation en fait, qui est dans le langage. Donc c'est plutôt cool parce que on peut adapter, on va dire, à son besoin ou à ses préférences. Ce qui est beaucoup moins rigolo avec JavaScript, c'est que mine de rien, c'est un peu comme CSS, c'est super difficile à maîtriser parce que en fait, il y a plein de petits edge cases, que ce soit au niveau du langage, la programmation par prototype, il y en a beaucoup qui ne maîtrisent même pas. Même moi, je galère, je ne veux pas vous le cacher. Hein. On a beaucoup plus de facilité de faire des erreurs avec du JavaScript qu'avec d'autres langages. On reviendra dessus après. Et ça reste, pour certaines parties, une bonne grosse dose de hack, quoi, quand même, qui s'est accumulée au fil du temps. Si on prend cet exemple, on a une petite fonction qui, comme ça, a l'air très très bête. Mais si on essaie de l'exécuter dans un environnement, en fonction de ce qu'on va y passer en paramètres, on va avoir différents types de résultats. Donc si on fait une addition, tout se passe bien, on a une addition d'int. Si on essaie de rajouter une string, on a déjà un truc un peu plus chelou. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne m'attendais pas forcément à ça, mais c'est pas grave, on va s'habituer au langage et puis petit à petit, on va faire comme il faut. Si on essaie d'ajouter nul, ok, on a quand même un résultat. Bon, moi, je m'attendais à une exception dans la gueule, mais c'est pas grave. Puis si on essaie d'ajouter un autre truc qui n'est pas trop défini, mais qu'on ne sait pas trop ce qu'on a mis dedans, ben là, on a un âne. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bon, voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc ça, c'est une des problématiques de JavaScript, c'est le fameux typage dynamique et le fait qu'à des moments, on part du principe que voilà, on a tel type et puis on va ajuster. Si je reprends, alors je ne sais pas s'il y a un laser, comment ça marche le laser? Il y a une technique pour allumer le laser là-dessus, ça doit être ça? Ouais. Si je repars sur mon slide ici, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes dans un cas comme ça et en fait vous voulez en fait concaténer des strings et non pas des int et vous avez une variable, vous avez un int devant. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par, au tout début, additionner une string vide. Voilà, ça a dû vous arriver au moins une fois dans votre vie. Et c'est là qu'on voit qu'on se dit, ouais, bon, JavaScript, c'est quand même un peu d'abidouille. Mais quand on fait du JavaScript, c'est tout à fait normal. On s'habitue à ça et franchement, c'est fantastique. Et puis, mine de rien, on peut faire des belles choses puisqu'aujourd'hui, on a plein de projets comme React Native, etc. où on peut faire des applications sur différents mobiles. Et c'est franchement cool. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même améliorer la situation? Aujourd'hui, on a des outils comme ESLint qui vont vérifier un peu avec certaines règles le code. On a des outils comme Flow qui vont nous ajouter du typage sur du JavaScript. On a éventuellement de TypeScript qui fait à peu près la même chose avec quelques différences. Mais tout ça, ça reste un bon gros paquet de rustines qu'on colle sur un truc qui a des petits trous un peu partout, ou des petites fuites vite fait, etc. Les développeurs sont des humains. Et les humains sont peut-être des développeurs, mais pas tous.
Et ça, vous le savez, les humains, ils font des erreurs. Donc, on a beau ajouter franchement une bonne grosse couche d'outillage dessus, c'est pas forcément l'idéal. Alors après, vous allez me dire, oui, mais on peut ajouter des tests fonctionnels, unitaires, etc. C'est cool, mais franchement, ça ne fait pas tout parce que, en fait, le problème qu'on a avec les tests, c'est que la plupart du temps, on va tester ce qu'on pense qu'il faut qu'on teste. Du coup, à partir de là, déjà, on peut oublier plein de cas et puis on ne peut pas tout couvrir, quoi. On a beau avoir en fait une codebase qui est couverte à 100% avec le petit badge vert qui dit « Ouais, j'ai 100%. » Je peux être sûr que vous allez avoir des bugs quand même, hein, ça c'est... Et puis on est des développeurs et puis on fait des erreurs. Donc ce que je dis, on a beau écrire des tests, nos tests ils peuvent être déjà daubés à la base, quoi. Donc c'est pas l'idéal. C'est là qu'on a un truc qui s'appelle Reason qui arrive et que je vais vous présenter qui peut être assez cool. Donc Reason, vous avez un site web, c'est un langage, on revient dessus après, c'est beaucoup plus qu'un langage qui est développé par Facebook principalement. Mais bon, je vais dire plus en détail après en quoi ça consiste. Donc déjà, on a un langage. On a une couche purement langage. On a une partie syntaxique. Je vais revenir sur chacun des points. On a une partie compiler. Et on a un écosystème. Et ça, c'est le meilleur à la fin, c'est l'écosystème. Donc, OCaml, c'est le langage. Donc, ReasonML, c'est rien de plus que du OCaml. Donc OCaml, c'est un vieux langage qui a 30 ans, qui a fait ses preuves, qui en plus est un langage fait par des Français, donc c'est fantastique, soyons patriotes. Hein. C'est un langage qui est typé, statiquement typé. Donc avant toute exécution du code, le langage il va être capable de voir si vous avez fait de la merde ou pas. Il peut en plus de ça déduire beaucoup de types, donc vous n'avez quasiment jamais à marquer explicitement en signature d'une fonction, tel argument doit être de tel type. Il va la plupart du temps trouver, et puis des rares cas, vous avez un truc un peu bizarre avec la librairie par exemple native de OCaml. Vous allez avoir des moments où il ne va pas reconnaître, mais bon, il y a des librairies qui existent pour améliorer ça. Mais la plupart du temps, vraiment, vous n'allez pas écrire de type, et ça, c'est franchement cool. Et c'est aussi multiparadigme parce que vous pouvez faire de l'orientation objet, vous pouvez faire du fonctionnel, etc. Donc il y a un peu de tout pour tout le monde, ça c'est cool, ça reste cool. Ce qui est un petit peu moins cool, comme JavaScript, il y a des parties un peu moins cool sur OCaml, attention, c'est que la syntaxe, elle est un peu chaude, quoi. Si vous avez fait des trucs genre C, Java, C++, JavaScript, au hasard, vous allez clairement pas vous y retrouver, vous allez galérer comme des loutres. Le tooling n'est pas non plus super évident quand on fait du OCaml. Donc, si je vous montre une petite fonction là, donc voilà, ça c'est une fonction OCaml. Si je vous la balance comme ça et vous dire qu'est-ce qu'elle fait, c'est un peu chaud quand même. Donc, ce qui est cool avec ReasonML, c'est qu'on rajoute par-dessus OCaml une couche de syntaxe. Parce que ce qui est très bien dans OCaml, c'est qu'il est pluggable. Donc, on peut mettre des petits trucs à un peu n'importe où au niveau de la compilation. Et donc, on peut remplacer la syntaxe. Il y a même un autre truc qui s'appelle les PPX, qui est encore plus fou, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que c'est compliqué en soi et même moi, je n'ai pas encore tout à fait compris. Du coup, grosso merdo, ReasonML, il vous remet à peu près sur OCaml une syntaxe très proche du JavaScript. Donc, par exemple, si en OCaml, vous avez une fonction qui s'écrit comme vous l'avez sur la première ligne en haut, vous noterez qu'ici, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est argument ou quoi, donc il faut vraiment être habitué au langage. Là, on a une syntaxe qui peut être copié-collé carrément en JavaScript ou de JavaScript. C'est vous qui voyez. Ensuite, la troisième partie qui est intéressante avec ReasonML, qu'il y a dans la toolchain, c'est la partie compiler. Donc là, on est sur un compiler qui s'appelle BuckleScript. C'est en fait la partie qui va prendre votre code ReasonML et qui va vous le compiler en JavaScript. Et c'est là que c'est cool, c'est que en fait, derrière, vous allez pouvoir coder quelque chose de plus sécurisé, on va revenir dessus après, que du JavaScript, et vous allez pouvoir compiler tout ça vers toutes les plateformes supportées par JavaScript. Et il y a même des petits bonus que je vous dirai peut-être plus tard si on a le temps. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On a donc ReasonML avec la couche OCaml, on envoie ça, et ça nous sort du beau petit JavaScript, ES3 peut-être, ES5, j'exagère, mais ça utilise du JavaScript assez bas niveau. Je reviendrai sur certains points encore après.
Donc ça nous sort, oui voilà, je le dis tout de suite en fait. Le code en fait qui peut vous être sorti du fait que en fait on a un langage beaucoup plus strict, par exemple sur ce qu'on appelle les records, qui sont un peu ce qu'on connaît, les objets en JavaScript. On ne peut pas par exemple mettre, on est obligé de mettre le nombre de clés nécessaires si on a quelque chose avec un nom et un âge. On ne peut pas créer comme ça un record sans mettre les deux propriétés. Et du fait qu'en fait, comme ça, on ait des choses qui soient tout le temps connues à l'avance, le langage, quand on le compile vers du JavaScript, on va le compiler par exemple vers des tableaux. Plutôt que d'aller faire des objets en JavaScript, on peut le compiler vers des tableaux parce qu'on sait que tel record, il a forcément 2 entrées. Et du coup, on va mettre un tableau avec 2 cases. Et du coup, on a du JavaScript très bas niveau qui va être exécuté très rapidement et qui va être même plus performant que des équivalents qu'on pourrait coder à la main en JavaScript. Si on utilise bien sûr les structures natives de JavaScript qu'on connaît. Et ce qui est très cool aussi avec BuckleScript, et ça c'est là que c'est vraiment top, c'est que on a plein de petits trucs pour s'échapper vers du JavaScript assez brut quand on en a besoin. Vraiment, il faut utiliser ça un peu en dernier recours, mais on peut faire du coup de l'interopérabilité avec du JavaScript de manière super facile. Et ça, c'est un des gros points de ReasonML, c'est qu'on n'a pas à tout d'un coup réécrire, à tout porter en JavaScript. On peut mélanger les deux environnements, on va dire les deux écosystèmes entre guillemets entre eux. Et c'est là qu'intervient donc la partie écosystème, parce que vous la connaissez déjà, c'est NPM. Donc vous pouvez déjà utiliser tous les modules que vous connaissez qui sont sur NPM. Vous avez soit la possibilité d'écrire vos bindings, c'est pas forcément très compliqué, ou d'écrire vous-même les bindings des librairies s'ils n'existent pas déjà. Par exemple, si vous voulez faire du React Native, il y a un binding qui s'appelle React Native, BS React Native. Donc tous les bindings, ils commencent par BS comme BuckleScript. Donc vous avez BS React Native si vous faites du React Native, et puis si ça n'existe pas, vous utilisez autre chose. On va voir un petit peu dans la pratique à quoi ressemble la syntaxe plutôt. Donc pour les trucs assez basiques, vous avez des int, jusque-là c'est pas très compliqué. Vous avez du float, vous remarquerez le petit point. Et si par exemple vous faites des additions, quand vous allez faire une addition, vous n'allez pas pouvoir additionner un int avec un float. Vous allez devoir utiliser l'opérateur plus avec un point derrière pour stipuler que c'est une addition de flottants. Et vous allez avoir la même chose pour d'autres trucs. Donc vous avez les strings assez basiques, les caractères avec juste quote unique. Et du coup, les boolins, bon ça vous connaissez, je vous apprends rien. Ensuite, vous avez les listes qui ressemblent un peu au tableau en JavaScript. On reviendra dessus un petit peu après. Vous avez les tableaux où on a un crochet et un pipe. Ensuite, vous avez le type optionnel. Donc le type optionnel, c'est pour, on va dire, éviter pallier au truc qui s'appelle nul ou undefined en JavaScript. On ne sait pas trop parce que ça dépend de l'humeur ou de la code base, etc. Donc là, en fait, quand on décrit un type comme étant optionnel, il faut définir que soit on a quelque chose, donc somme et une valeur, soit on a none. Et je reviendrai là-dessus après. Et on a un petit truc un peu bizarre qui s'appelle unit, que je ne vais pas forcément trop parler là parce que c'est un peu confusant au début, mais vous allez le voir, c'est deux parenthèses, c'est utilisé dans la syntaxe en ReasonML un peu pour rapprocher, on va dire, le... Bon non, je vais vous embrouiller avec ça, mais vous le verrez, vous allez le croiser à des moments, deux petites parenthèses comme ça, des fois en fin de fonction. Donc je vous parlais tout à l'heure des records. Donc vous avez, si vous avez la possibilité de déclarer un type. Si vous avez fait du flow, c'est pareil. On met type, on y met un nom, hop, clé et type, plus bas niveau. Et si par exemple, on a une variable ici qui s'appelle me, on va y mettre un nom, une string, un âge. Et là, en fait, déjà, ReasonML, donc ça c'est grâce à OCaml, il va déjà pouvoir trouver lui-même, quand vous allez exécuter du code, qu'en fait, vous avez un truc qui ressemble à ça, et du coup, il va savoir, il va matcher, il va dire ok, c'est ce type-là. Du coup, sans écrire d'annotation dans une fonction, si vous passez un truc qui s'appelle me, il va déterminer lui-même à l'usage que c'est le type user, et ça, c'est plutôt cool. Et ce que vous pouvez faire aussi sur les records, c'est en fait de faire du spread, comme en JavaScript. Alors là, par contre, c'est un peu plus touchy parce que si vous faites du spread, vous n'allez pas pouvoir spread un record qui a moins de clés, genre un truc qui a que un nom, qui a un user pas forcément defined totalement, et parce que vous auriez éventuellement un autre type qui s'appelle juste user pas trop défini.
et pouvoir l'injecter dedans. Vous allez pouvoir injecter uniquement des valeurs du même type et surcharger du coup d'autres valeurs. Ça va être particulièrement utile parce que on est en plein dans l'immutabilité par défaut avec OCaml. Donc en fait, si vous voulez en fait changer une valeur, vous allez de préférence utiliser cette syntaxe. Vous allez copier l'utilisateur en fait, récupérer les valeurs et rajouter la nouvelle valeur qui a changé l'année prochaine parce que là c'est un âge. Ensuite, on a les modules. Ça, c'est un truc, moi, c'est mon truc préféré. Le système de modules, il est ultra simple. Chaque fichier est un module. Donc, c'est pas compliqué. Ici, par exemple, on a un fichier qui s'appelle welcome. Du coup, le module, il s'appelle welcome. Si vous écrivez welcome avec une case bizarre, etc., dans tous les cas, l'utilisation, ça sera welcome avec une majuscule. Donc, ça, c'est assez facile. Du coup, vous pouvez avoir que des fichiers qui ont un nom unique. Donc, vous oubliez, c'est fini les index.js. Forcément, vous allez avoir des noms uniques de tous vos modules. Et vous allez voir, au début, ça fait un peu bizarre. Moi, j'étais aussi un partisan du index.js. J'avais plein de dossiers et tout ça. Mais là, on met les choses beaucoup plus à plat, en fait, et on va trouver des noms un peu plus clairs à nos modules. Si vous avez l'habitude de travailler avec des dossiers, des index.js et des dossiers à l'intérieur, vous allez pouvoir plutôt renommer vos modules. Et pour ce qui est de la publication, parce que par exemple au début, HorizonML a commencé à attirer un peu de développeurs, on avait des modules qui n'avaient pas forcément défini ce qu'on appelle un namespace. Mais on avait des conflits parce que justement il y avait déjà des modules qui étaient utilisés avec des noms assez basiques, du type date ou je sais pas quoi, et du coup on se retrouvait avec des conflits. Mais maintenant il y a un truc qui s'appelle le namespace, donc quand vous publiez un module, vous y donnez un namespace, en fait, et ça va rajouter une partie si vous vous appelez au niveau de votre namespace le module, je sais pas moi, BS React Native, et bien vous allez appeler tout ce qu'il y a en sous-module avec BS React Native, point. Voilà, donc pour ouvrir un module, on l'utilise uniquement avec un point, un peu comme de l'orienté objet, je ne dis pas de gros mots. Ensuite, vous pouvez déclarer un module dans le module. Donc ça, vous pouvez faire directement des modules dans les modules. Vous faites module, le nom accolade, et hop, vous utilisez directement du code à l'intérieur. Vous avez aussi un système d'include et un système d'ouverture. Donc l'include, c'est pour typiquement, c'est vous imaginez, je fais un module talk et j'inclus tout ce qui est présentation. Donc un autre module qui s'appelle présentation pour en fait récupérer et en quelque sorte j'étends en fait ce module là. Et ensuite on peut ajouter différents exports à l'intérieur. Je vous en parle juste après les exports. Et après on a l'ouverture quand on veut ouvrir tout un module. Si par exemple on a un module de type date qui a des fonctions genre relative date, now, etc. Ben, quand vous allez faire open date, vous aurez toutes les fonctions qui seront directement accessibles sans avoir à faire date point. Vous pourrez directement appeler relative date, now, etc. Ça c'est quelque chose qui est aussi plutôt cool. Et vous pouvez même faire des open locaux, mais ça vous le verrez à l'utilisation, mais c'est assez cool aussi. Les fonctions rapidement. Alors, je vous ai montré le fameux add. La signature est en général toujours, on va dire, calculée par le compiler. Du coup, en fait, à l'utilisation, vous allez toujours avoir une validation, bien entendu, statique des types. C'est tout l'intérêt d'OCaml. Là, vous pouvez remarquer ici, par exemple, on a une fonction, on a des return implicites. C'est-à-dire que jamais vous allez écrire return, c'est toujours la dernière ligne qui va être l'équivalent de votre return. Du coup, ça, c'est plutôt cool. Au début, voilà, ça perturbe un petit peu. Si on vient de JavaScript, on a toujours le return à taper la main. Mais en fait, mine de rien, c'est pas plus mal comme ça. Ensuite, on a un autre truc qu'il faut savoir qui est plutôt super méga cool. C'est que de base, toutes les fonctions, en fait, elles sont... je saurais même pas le dire en français parce que je n'ai pas l'habitude de le dire en français. Mais en fait, les arguments, on peut... si on appelle une fonction, par exemple, si on appelle une fonction ici uniquement avec le premier argument, ça va nous retourner une fonction où on pourra y passer le deuxième argument. Donc si par exemple vous créez une fonction qui s'appelle add6, eh bien, cette fonction, ça va vous donner une nouvelle fonction qui permettra d'ajouter 6 à chaque fois. 6. Ensuite, la partie du nommage des paramètres, ça c'est aussi quelque chose de super ultra cool. En JavaScript, on a l'habitude en fait de faire dès qu'on a plus de 2-3 arguments, on fait des fonctions
où on va passer un objet avec clé valeur pour pouvoir faire, on va dire, des labels en fait, au niveau des paramètres de la fonction. Et là, en fait, on a directement un truc natif. On fait un petit tilde et puis on peut passer comme ça des paramètres directement avec un nom. À la définition, ça se passe pareil. Et après, si on a, par exemple, ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'a pas de paramètre en fait, qui n'est pas nommé parce qu'on est obligé de mettre par rapport à, on va dire, à l'héritage au camel, un paramètre qui va ne pas avoir de nom. Bah, souvent, on utilise unit qui est en fait rien. Et du coup, en fait, on va le définir ici et à l'utilisation, du coup, on va mettre deux petites parenthèses. Ça va ressembler à un appel de fonction JavaScript. Et puis, voilà, on aura bypasser le fait qu'il faut passer forcément un argument qui est pas nommé. Vous remarquerez ici qu'on a aussi des trucs qui s'appellent les paramètres optionnels, où on peut définir la valeur par défaut, comme on le voit ici là, avec une liste. Ou alors vous pouvez passer un point d'interrogation pour dire bah là ça va être une valeur optionnelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez dire c'est une valeur optionnelle, mais vous n'allez pas définir le type. Et du coup, selon l'utilisation que vous allez en faire, le compiler il va déterminer lui-même quelle est la valeur passée dans l'optionnel. Alors ça, dans la pratique, vous comprendriez peut-être un peu mieux. Je commence à galérer. Donc les variants, ça c'est la feature qui fait que à l'utilisation, vous allez... Bon, je vais vous raconter ça autrement. Ça fait 3 semaines que là je fais du ReasonML genre tous les jours au taquet. Et au bout de 2 semaines et demie, un jour je me suis dit tiens, je vais coder un if. Et là je me suis arrêté et je me suis demandé en fait quelle était la syntaxe du if en ReasonML parce qu'en fait j'en avais jamais fait. En 2 semaines et demie de ReasonML intensif, j'ai jamais fait en fait de if parce que on a les variants et ça c'est la feature qui tue tout. Donc les variants c'est quoi? Typiquement quand vous avez ce genre de truc en JavaScript, on va avoir un type. On va avoir un état, par exemple, un état d'un composant React. Et on va avoir un petit flag isLoading A0red et puis les datas, si on a les datas qui sont arrivées. Ça, c'est un truc que vous allez voir. Il y a peut-être un truc qui va vous gêner, peut-être pas, parce que vous le faites. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps et j'étais content avec. Le problème, en fait, de cet état-là, c'est que, de cette structure, c'est qu'en fait, on va créer des cas, en fait, qui vont vraiment jamais être utilisés. Si je prends le flag isLoading, en fait, quand on va avoir en fait, nos datas qui sont arrivées, on aura forcément isLoading à false et A0red à false. Sauf que là, en fait, avec nos 3 champs, on crée en fait tout un tas d'états qu'il faut éventuellement gérer dans notre code. Alors, est-ce qu'on les gère, est-ce qu'on les gère pas, ça c'est à vous de voir. Mais du coup, on se fait une grosse matrice qui n'est pas forcément ouf. Avec les variants, on va pouvoir directement définir en fait nos états parce que là, en fait, on se rend compte que on a l'état en fait où on n'a encore rien fait, donc on n'est pas en loading, on n'a pas d'erreur et on n'a pas de données. Ensuite, on va être dans l'état où on est en train de charger parce que là, on a effectivement passé notre booléen en mode ça y est, je suis allé faire mon fetch, donc j'attends. Donc on n'a toujours pas d'erreur, on n'a toujours pas de données. Ensuite, on a un cas où ça y est, on a chargé, mais on a une erreur. Donc voilà, on se met en état d'erreur et on n'a pas de données. Et après, on a le dernier cas où ça y est, on a chargé, on n'a pas d'erreur, on n'a pas de chargement et on a nos données. Et tous les autres cas de la matrice ici, ils sont complètement pourris et on n'a juste pas envie de les gérer. Du coup, quand on va créer notre type, là je vous note même qu'on peut faire des types génériques, je vous explique ça juste après. On peut directement décrire un type avec le pipe. Donc là, il faut voir ça un peu comme un OU. Si vous avez fait du flow, vous allez être familier avec la syntaxe. Donc on définit ces strings, hop, donc là on est en mode non initialisé. On aurait pu appeler ça undefined, mais c'est un peu trop lesque. On va avoir notre état loading, notre état loaded, avec le fameux type générique qu'on va passer en entrée, qui va être nos données. Et ensuite, on va avoir l'état avec une erreur. Et on pourrait éventuellement ici imaginer un autre type générique ou carrément une string pour dire quand j'ai une erreur, j'ai forcément une string avec. Et après, je peux la manipuler pour l'afficher à l'écran. Donc là, quand vous allez avoir un type comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser en fait en lui passant un autre type et dire voilà, cette fois-ci, j'ai mon composant qui liste des meetups et je vais y passer un meetup. Donc je vais créer un type qui s'appelle type meetup reçoit t et là on y passe une structure de données en plus en imaginant qu'on ait une structure de données qui définisse nos meetups avec un titre, etc.
Donc ce qui fait qu'on n'utilise plus les if en fait, c'est que vu qu'on va passer la plupart du temps par des variants en fait, qu'on va décrire toutes nos structures de données avec des variants quasiment tout le temps, c'est vraiment recommandé de faire ça et vous allez voir à l'usage en fait, à un moment au début vous allez avoir un peu du mal, moi j'ai encore eu un peu du mal la première semaine et à un moment j'ai eu un déclic et là je me suis dit ouais mais en fait je peux utiliser ça et puis en fait après j'ai fait que du switch tout le temps et puis voilà. Du coup quand vous allez faire des switches, ça va ressembler un peu au switch case que vous connaissez en JavaScript, vous allez avoir donc directement la possibilité de gérer tous les cas possibles. Donc là, bah, j'ai rien fait, on va dire, je rends rien. Je rends une chaîne vide, imaginons, j'ai un composant, je suis en loading, bah, je peux mettre éventuellement un loader. Donc là, j'ai mis un texte avec 3 petits points. Quand on est en loaded, on va avoir notre valeur. Et à partir de là, notre valeur, bah, on va pouvoir l'utiliser. Donc là, on pourrait rendre un composant meetup avec un meetup à l'intérieur, par exemple. Et si on est en état d'erreur, ben, on va soit afficher un message. Et si on avait ici un paramètre avec une string, on pourrait aussi afficher un erreur. Si par exemple vous imaginez un fetch avec du JavaScript classique, ben, vous pouvez avoir une erreur qui dit c'est une erreur réseau, c'est une erreur 404, etc. Du coup, là, ce qui est très intéressant avec les types de données qu'on a définis, c'est que si on écrit un switch et qu'on oublie de gérer un cas qu'on a initialement défini, eh ben, on va avoir une erreur à la compilation qui va nous dire « Attends, ici, tu as ton switch avec un truc qui ressemble à ton type, mais tu n'as pas du tout géré le cas d'erreur. Donc je te prie de le gérer, sinon je ne compile pas et je n'exécute pas. » Donc ça, c'est plutôt cool. Alors vous avez aussi une possibilité qui vous permet en fait de gérer des fois que un ou deux cas et de mettre un underscore, vous faites pipe underscore et là ça va être tous les autres cas, comme le default un peu qu'on a dans un switch case. Je ne conseille pas, bien entendu, d'utiliser ça, sauf vraiment si vous savez ce que vous faites, parce que si vous rajoutez un état à votre type, bah, vous n'allez pas le gérer, vous n'avez pas forcément pensé à le gérer, et on va dire le default va prendre la main dessus. Donc c'est à utiliser vraiment quand on sait exactement ce qu'on fait. Donc le type optionnel, je vous en parlais tout à l'heure, on le définit avec une option, c'est tout simplement ça. Donc ça c'est la définition native du type option, vous n'aurez jamais à le faire, il est dans le langage. Donc vous appelez ça option et vous y passez une valeur dans option string. Et donc soit vous avez une string, soit vous avez rien. Et du coup c'est comme ça qu'on va gérer tous les cas où on n'a pas encore défini les choses. Donc si vous avez un switch sur une valeur, soit vous avez la valeur et dans ce cas-là, ben, vous allez pouvoir faire quelque chose avec, soit vous n'avez rien et dans ce cas-là, ben, vous gérez le cas où vous n'avez rien. Et vous n'avez pas un nul ou undefined ou je ne sais pas quoi. Ensuite, les tableaux. Donc les tableaux, très classiques, on a une structure comme ça, qui n'est pas forcément optimisée pour l'exécution lorsqu'on a des loops. Et on a le type list qui, lui, peut être manipulé de la même façon, c'est-à-dire que vous allez avoir les maps, vous allez avoir l'équivalent d'un reduce, etc. Mais en mémoire, il est structuré différemment. Et donc là, vous voyez ici qu'il y a une petite astuce. Je vous montre la définition d'une liste. C'est pas plus compliqué que ça, c'est le type natif. Soit vous avez en fait quelque chose de vide, soit vous avez on va dire une case. Donc c'est la tête parce que vous avez des fonctions. Vous verrez que vous avez des fonctions avec tête et queue pour les listes. Donc soit on a une tête avec un élément et puis derrière on a une autre liste. Et donc ça c'est nativement, c'est la définition de la liste. Du coup à l'usage, ben, on peut décrire une liste en fait directement avec un empilement de têtes. Et à chaque fois, une autre liste à l'intérieur. Ensuite, vous avez la partie récursif. Dès que vous allez écrire une fonction récursive, vous allez devoir définir qu'elle est récursive. Et le langage, ça va lui permettre de pouvoir faire des optimisations et ou on va dire de repérer que vous n'avez pas fait des trucs bizarres. Ici, sur un map, vu que les listes, la structure de liste, elle s'utilise elle-même, comme on l'a vu ici, là, on définit une liste et hop, on la réutilise dans elle-même. What the fuck, listception. Ben, en fait, on va décrire le map, comment il se passe. Si on arrive sur rien, ben, rien, on a fini. On a fini notre map, donc on va rien faire du tout. Et en fait, si on est en train de manipuler une tête, ben, on va pouvoir directement continuer avec l'appel de fonction et appeler encore la fonction map sur la suite de la liste. Donc ça, c'est un exemple. Si vous avez l'équivalent du reduce, donc le fold left, qui va aller vite, donc ça c'est le code du fold left natif, on va dire. Et si vous le comparez avec la version JavaScript,
Ici, vous avez à gérer plein de cas d'erreur avec, parce qu'en fait, en JavaScript, on assume la plupart du temps que ce que vous passez, on l'assume avec ce qu'on appelle le duck typing, où on va dire, bon, à un moment, ouais, bon, bah ça, je pense que c'est ça parce que j'ai fait un test sur le toString, ça renvoie object function. Dans ce cas-là, je vais envoyer une erreur parce que je pense que. Ici, globalement, on voit qu'il y a une grosse partie qui est similaire avec l'appel d'avant, mais il y a toute une partie en fait où on fait des tests pour vérifier qu'il ne faut pas balancer une exception, etc. Et en fait, avec la version native, on n'a rien du tout, et soit ça compile, et dans ce cas-là, ça va passer, soit ça compile pas, et le compilateur, il vous dira non, ton code, je ne l'exécute pas. Ensuite, dernière partie sur l'interopérabilité. Ce mot est compliqué à dire. Comment est-ce qu'on, en fait, parce que là je vous ai dit Reason, là vous êtes là, ouais, moi j'ai du React, j'ai du JavaScript, t'es gentil, mais je veux pas d'un coup changer tout du jour au lendemain, changer les modules, m'écrire des bindings pour les modules que j'utilise, etc. Comment on fait pour adopter Reason? Alors, comment on fait pour adopter Reason? On va l'adopter petit à petit. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est essayer Reason sur un projet réel. Donc soit vous pouvez déjà l'essayer à la maison à part, sur un projet uniquement Reason, vous clonez un truc et vous essayez de jouer un peu avec, vous avez un playground en ligne. Soit en fait vous allez l'installer dans un projet JavaScript existant, et puis vous allez prendre le temps en fait de se dire, oh, tiens, je vais faire un truc simple, je vais remplacer mon composant bouton, truc qui est en général assez simple dans une app, on l'a tous, il met une petite bordure, etc. Je vais le remplacer par du ReasonML, et après je vais l'utiliser dans mon JavaScript. Vous allez voir qu'il y a plein de choses pour nous aider à ce niveau-là. Donc ça fait un peu bizarre, on a des crochets avec des arrobas BS, ça vous allez souvent le voir, arrobas BS, c'est quand en fait pendant qu'on écrit notre ReasonML, on fait un peu une passerelle avec le monde du JavaScript. On va utiliser cette notation, je ne vais pas dire souvent parce que le but c'est vraiment de ne pas la voir, mais il y a des moments où on va l'utiliser. Si j'ai un peu de temps, je vous montrerai des trucs un peu chelous que j'ai eu à faire, par exemple ce matin, pour pouvoir avoir du code Reason qui marche avec du JavaScript classique. Donc là, on va définir donc, le chemin d'un JS. On va lui donner un nom, parce qu'on va y passer un chemin. On va lui donner un nom, et après, on va dire le type du module. Quel est le type de mon module? Donc là, en fait, vous verrez à l'usage que si le nom de votre module il s'appelle pareil, vous n'avez pas besoin de définir le nom du module dans la string, et vous mettez une string vide, et puis le compilateur il va déterminer automatiquement que c'est la même chose. Et après, vous pouvez directement utiliser votre module avec les bindings JavaScript. Là, vous remarquez qu'il y a un petit js.log, c'est l'équivalent de votre console.log. Vous avez toute la librairie JavaScript, on va dire une bonne partie de la librairie JavaScript qui existe directement via BuckleScript. Du coup, le code que je vous montre juste là, il va être compilé de cette manière. Donc vous avez un petit warning qui dit attention, ce code est généré. Et il va vous faire un bon vieux require des familles classiques. Et il va vous faire juste un console log. Voilà. Rien de très foufou, mais c'est voilà, le code généré est tout à fait lisible. Et moi, les moments où je suis un peu perdu, je me dis putain, là c'est un peu chelou, qu'est-ce que le compileur, qu'est-ce que BuckleScript en fait il a allé générer comme JavaScript derrière pour comprendre. Et j'ouvre le fichier JavaScript et il est tout à fait lisible, il est indenté, on pourrait même le reprendre et éventuellement le modifier. Chose que je ne conseille pas forcément, mais ça peut souvent aider à comprendre. Le JavaScript fait par BuckleScript est vraiment très propre et ça c'est vraiment cool. Un autre truc au niveau de l'interopérabilité, c'est les objets JavaScript. La seule différence que vous voyez par rapport au record ici, c'est qu'on a les petites cotes. C'est la petite particularité qu'ils ont trouvée. On va dire à la JSON, on va mettre des cotes autour des clés. Et là, ça veut dire qu'on a un objet JavaScript. Alors, on va dire au niveau de la compilation, c'est carrément des types qui sont définis. Le type JavaScript, il y a un JS.t pour définir les types JavaScript, etc., les types JSON. Mais là, vous avez un truc qui syntaxiquement vous fait un raccourci en fait, pour vous permettre de manipuler directement du JavaScript. Et ici, par exemple, vous pouvez définir, tout à l'heure, on avait quelque chose qui était optionnel. Ici, vous pouvez dire, OK, là, je vais avoir un objet JavaScript qui arrive directement d'un autre module en JavaScript.
et j'ai pas forcément envie d'un coup de le décoder avec l'artillerie lourde, je veux l'utiliser tel quel. Donc là, on va dire, ça, c'est une valeur qui est potentiellement nulle, et dans ce cas-là, j'ai un 24 parce que j'ai effectivement défini la valeur, mais si je ne l'avais pas défini, j'aurais pu mettre js.nul pour dire c'est le nul de JavaScript, quoi. Et après, à l'utilisation, à la différence des records où vous avez un point, vous allez utiliser un double dièse pour accéder en fait à la propriété. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez possibilité d'utiliser du JavaScript directement, des méthodes, etc. Mais c'est un peu à déconseiller, même si vous pouvez le faire tout à fait. Moi, encore hier, j'avais la flemme de m'amuser à décoder tout un truc. Du coup, j'ai utilisé le dièse pendant 3 heures et j'étais content parce que c'était plus rapide que d'aller décrire toutes les structures. Par contre, quand vous allez rentrer dans ce type d'utilisation, vous allez avoir ce qui ne va pas arriver si vous utilisez que du ReasonML propre. Vous allez avoir des undefined, is not, blablabla, function, un object, etc. Parce que vous allez rentrer dans des erreurs de runtime qui nous arrivent avec JavaScript. Ici, par exemple, vous voyez qu'on va avoir un tableau et on va pouvoir directement appeler nativement en JS la fonction map, la vraie fonction map de array.prototype.map avec js.array.map où normalement on y passe en premier paramètre le tableau et ensuite la fonction. Là vous avez une petite notation qui est le pipe flèche pour passer les arguments en fait en premier de la fonction. Je vous ai montré tout ça et là on va rentrer un peu dans la partie React parce qu'on est quand même dans un meetup React avant tout. Vous avez donc un petit site web parfaitement mis à jour avec une petite documentation. C'est cool, c'est propre, on va dire c'est suffisant la plupart du temps. Vous avez d'ailleurs un petit snippet ici. On va rentrer un petit peu en détail sur pas mal de trucs. Donc déjà, d'où vient React? Petit rappel, c'est on va préférer une approche un peu immutable. C'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir des states, on va plutôt passer par des props. On va éviter de faire des modifications un peu bizarres. À chaque fois, on essaie de retourner des nouvelles valeurs et puis on va faire un cycle de rendu. C'est comme ça qu'est pensé React. On va préférer aussi l'approche fonctionnelle, même si on fait des this.setState. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des hooks, mais ça va peut-être disparaître d'ici 2-3 ans, on va dire l'utilisation des classes. Donc on va préférer ça. Et après, on a les prop types. Qui a déjà utilisé des prop types? Ouais, qui n'en a pas utilisé? Bon, ok. Donc c'est ce qui nous a permis un peu de rentrer dans le monde du typage. C'est j'ai une prop type, c'est je dis mes valeurs en entrée de mon composant, c'est des int, c'est des strings, c'est optionnel, etc. Après, du coup, on a un petit peu dérivé vers Flow. Quand on a utilisé les prop types sont carrément passés à un package, on va dire, optionnel. Et maintenant, en fait, on va se diriger du coup vers ReasonML. Donc, la petite anecdote, donc le créateur de React, Jordan Walke, il a fait le premier prototype de React en fait avec un langage ML, donc le SML, qui est un langage, on va dire, de la famille d'un langage ML. Voilà, c'est la petite anecdote, c'est rigolo. Au final, ils se sont mis à l'utiliser vers JavaScript parce que JavaScript, c'est un truc qui tourne sur le web, etc. Mais à la base, React n'avait pas été écrit en JavaScript. Ensuite, un autre truc qui est cool avec Reason React, enfin les trucs qui sont cool avec Reason React, c'est que vous avez la possibilité de définir des composants, donc des composants sans état et des composants avec état, on va revenir dessus après. Vous avez un routeur qui est directement inclus, et la particularité c'est, mis à part le fait que vous n'allez pas vous taper des updates de React Router qui sont plutôt gerbantes, vous allez avoir un routeur qui va être en fait ultra simple parce qu'il va utiliser le pattern matching avec les variances sur l'URL. Et vous allez voir qu'à l'utilisation du routeur, vous allez faire « Ouais, mais en fait, c'est super simple, mais en fait, React Router, ça me fait vomir. » Bon, ça, vous verrez à l'utilisation. Ensuite, vous avez des réduceurs. Donc, ce que je vous disais dans le précédent talk qui est là au début, c'est que vous avez inclus, on va dire, dans Reason React, la possibilité d'avoir directement des mini-redux par composant. Et c'est aujourd'hui la seule façon d'avoir des états dans vos composants. C'est d'avoir ce qu'on appelle les réduceurs components. Vous avez les stateless et les réduceurs components. Et après, en plus, vous avez des moyens de faire de la souscription. Vous avez bien entendu le JSX, ouf, on est sauvé.
Parce que je ne vous montre pas dans quelle syntaxe c'est traduite, le JSX en ReasonML. Comme d'hab, ce qui est cool, en fait, je vais dire comme d'hab, mais en fait non, pas comme d'hab, c'est justement mieux. Si vous avez une props que vous voulez passer qui s'appelle déjà props, vous avez défini une valeur qui s'appelle, disons, title. Vous avez fait let title reçoit une string, et vous avez un composant plus bas qui a une prop qui s'appelle title. Ben, vous allez pouvoir directement juste mettre title et pas title égale title. Ce que vous devez faire en JavaScript qui est assez casse-boule. Ensuite, vous avez les propriétés optionnelles, donc qui peuvent être définies avec des points d'interrogation. Et après, du coup, du fait que en fait, vous avez la possibilité de passer des propriétés directement avec le même nom que la clé, vous allez être obligé, du coup, pour les boolins, en fait, il y a une raison pour laquelle on va dire la Team React a laissé au niveau de JSX l'impossibilité de passer uniquement un nom. C'est parce que les noms ils sont réservés aux boolins, un petit peu comme on avait en HTML avec l'héritage HTML, où si on passe pouet pouet, eh ben, ça renvoie un genre de pouet pouet égale true dans votre composant parce qu'on estime qu'il y a une valeur. Du coup, en Reason React, vous êtes obligé de explicitement mettre false ou true si vous avez des propriétés de type boolean qui sont acceptées dans vos composants. Donc là, un petit exemple de composant stateless. Donc vous êtes obligé d'utiliser React. Reason React, vous récupérez un stateless composant, vous y passez un nom éventuellement pour tout ce qui est la partie debugging dans les outils si vous voulez voir le nom du composant qui va bien. Ensuite, vous allez créer une fonction en fait qui s'appelle make. Donc ça va être dans un fichier qui va s'appeler par exemple mon module hello world. Vous allez avoir helloworld.re pour Reason. Et en fait, directement, quand vous faites des late, ils sont exportés, en fait, comme vous n'avez pas à faire du export quelque chose comme en JavaScript, ES6 encore. Donc, vous allez avoir le make qui va être utilisé. Donc, tous vos composants, il faut obligatoirement qu'ils implémentent la fonction make. Donc, vous pouvez avoir un seul composant par module. Mais vu que vous pouvez faire des modules dans les modules, et éventuellement, vous pouvez mettre deux composants dans un fichier, mais bon, on ne va pas se la tenter. Donc, ici, on va récupérer toute la partie composant. Alors pourquoi on fait un spread? C'est parce qu'en fait, vu que tout est typé statiquement et de manière très stricte, on a tous les hooks de React qui sont déjà implémentés, les did update, etc., les components, blablabla. Ils sont déjà implémentés tous vides. Du coup, on utilise le spread ici pour ne pas avoir à chaque fois qu'on écrit un composant d'écrire tous les états du lifecycle possible. C'est pour ça qu'on fait un spread. Il faut qu'il soit fait au début. Et du coup, par exemple, si on a un composant stateless qui fait juste un rendu, on va utiliser ici, en fait, directement, on va utiliser du JSX à l'intérieur et on va devoir définir, là vous le voyez ici, une string. Dès qu'on définit quelque chose dans React, il faut définir son type. Du coup, si on a une string, on ne peut pas juste poser une string, il faut dire à Reason React que c'est une string. Donc là, vous voyez reasonreact.string, ah là là, c'est long, c'est verbeux, c'est fatigant. Vous avez bien entendu des astuces pour utiliser des pipes et des raccourcis au niveau de votre module pour par exemple imaginer écrire juste hello avec le nom, mettre une pipe, une flèche et avec juste la lettre T pour dire moi j'ai défini que dans mon équipe on utilisait T au lieu de se taper reasonreact.string et ça va beaucoup plus vite et ça allège en plus visuellement le composant. Donc petit détail ici par exemple dans l'exemple vous avez un petit pipe pour dire que vous avez une props en fait nommée. Donc votre props, vous êtes tout obligé de les nommer. Et en dernier recours, en dernier paramètre, en dernier argument, vous avez donc les children qui vont arriver automatiquement à l'utilisation quand votre JSX est transformé en fait. Si vous allez sur le site, vous avez les endroits où on vous met voilà, le JSX. Si tu n'as pas envie de faire du JSX, c'est écrit comme ça. Petite notation, petite chose pour la compilation, si vous mettez un underscore devant un nom de variable, il va être ignoré si vous ne l'utilisez pas. L'intérêt c'est que par exemple ici on a un composant qui ne va pas accepter d'enfant, ou qui ne va rien en faire. Du coup on va mettre un underscore pour dire au compilateur, t'as pas besoin de me gueuler dessus, je sais pourquoi j'utilise pas ce truc. Parce qu'en fait si vous ne mettez pas l'underscore à la compilation, vous n'allez pas avoir une erreur, mais vous allez avoir un warning qui va vous dire bah là, tu as déclaré une variable et t'en fous rien, donc peut-être vire là. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, si ce n'est que dans la partie render ici, vous allez récupérer le composant lui-même
Et dans les composants avec état, par exemple, vous allez pouvoir utiliser donc, ce qu'on appelle le self. Imaginez que c'est un genre de ZIS où dedans vous allez avoir le state, etc. Et vous allez pouvoir l'utiliser directement à l'exécution. Donc les reducer components, ça c'est autre chose. Donc à la différence de tout à l'heure, on va utiliser reducer component pour définir le composant. Et on va définir un type. Ici, on va faire un compteur très bête avec un int. Et après, on va définir les actions avec des variants, donc incrément, décrément. Et du coup, ensuite, vous allez avoir une fonction reducer qui va être définie dans la fonction make qui retourne tout le composant React. Et vous allez uniquement à recevoir en paramètre l'action et le state. Et là, vous faites un switch. Si je fais un incrément, ben, je renvoie le state plus 1. Si je fais un décrément, je renvoie le state moins 1. Donc vous avez reasonReact.update. Vous avez aussi update with side effect si vous voulez pouvoir envoyer des effets de bord en parallèle de retourner le state. Vous avez uniquement side effect si vous avez des actions qui ne vont pas modifier le state, etc. Tout étant bien carré du fait qu'on a un langage fortement typé. Vous allez avoir différentes méthodes selon les types d'actions que vous voulez faire. Et ça, c'est quand même assez cool. Du coup, là, si on imagine utiliser le render en fait, de notre petit composant, on va avoir le state dans le self et le send. Le send, c'est le paramètre qui va permettre d'envoyer des actions, pardon. Donc on revient, on imagine notre compteur, donc string to element. Donc en fait, là, le slide, il n'est pas mis à jour, c'est juste string. Avant, c'était string to element. Les gens gueulaient parce que c'était trop long, du coup, ils ont fait string. Bon. Vous êtes obligé de convertir, vu qu'on est dans du fortement typé, un état qui va être un int en string pour le passer ensuite à rect qui accepte que des strings au final, ou des composants. Et derrière, ben, on va avoir notre petit callback avec notre bouton et on va, au clic, ben, en fait, ne rien faire de l'argument, par exemple l'event. Et ici, envoyer notre action incrément. Et puis éventuellement, on peut y mettre un titre si on imagine que là, c'est le label qui fait sur le bouton plus ou le bouton moins. Et ben voilà, c'est plutôt cool, c'est une syntaxe qui peut un petit peu au premier abord dérouter, mais finalement à l'utilisation, on va vite voir que c'est vraiment très plaisant et qu'on a beaucoup moins à bricoler que quand on est avec du JavaScript, on est obligé d'être des états, des flags, etc. et de penser à tous les cas possibles. Au niveau interop, ce qui est plutôt cool, c'est que vous avez deux fonctions. Vous avez wrap reason for JS, donc quand vous allez définir votre composant React, en reason, vous allez pouvoir le wrapper pour l'utiliser en JS. Donc ça, c'est une des premières fonctions que vous allez utiliser si vous décidez d'adopter incrémentalement reason. Vous allez faire votre premier composant reason React et vous allez l'exporter pour du JS parce que React, on va dire, c'est pas vraiment un binding de React, quoi. C'est la même façon de faire que React, c'est la même façon de penser, mais c'est un petit peu différemment. Du coup, quand les modules ils sont créés, ils ne sont pas exportés directement comme des vrais composants React avec des classes. Du coup, on a un petit bridge pour faire ça. Et inversement, on a aussi, et ça c'est plutôt cool, la possibilité en fait de définir les props pour ReasonML, du coup pour une validation typée, et de lui dire ok, voilà, j'ai un composant JS, je vais le wrapper pour du Reason et pouvoir après l'utiliser directement dans mon Reason en disant bah, tel props c'est un int, tel prop c'est un optionnel, etc. Et vous avez aussi des fonctions qui vous permettent de dire bah, ça c'est un JS nul optionnel. Du coup, bah, tu vas potentiellement me le transformer à un nul ou undefined en some ou none. Du coup, ça permet d'utiliser des composants qui ne sont pas forcément propres d'une manière assez propre dans Reason. Donc pour résumer, on a quelque chose de vraiment sécurisant parce qu'on a un typage extrêmement strict. On a forcément beaucoup moins de bugs et je vous invite à lire sur le blog de ReasonML ou de ReasonReact, je crois que c'est ReasonML. La team Facebook en fait l'a principalement expérimenté ReasonML sur Messenger. Et en fait, ils ont converti petit à petit, à l'époque où ils ont écrit le billet, ils étaient à 50% de la codebase, ils avaient converti 50% de la codebase en ReasonML. Ils sont passés d'un truc du genre, je ne me rappelle plus exactement les chiffres que j'ai vu dans un talk, mais c'était de l'ordre de, en tout en JS, ils avaient 10 bugs par jour. Et quand ils sont mis à convertir en ReasonML et qu'ils ont dépassé le cap des 50%, ils avaient eu genre 10 bugs en 2-3 mois, quoi.
parce qu'ils avaient, converti la plupart des trucs métiers un peu bug prone, et du coup ils avaient quasiment plus de bugs dans leur appli. Ça c'était assez cool. Et en fait, ce qui est super plaisant, et ça c'est vraiment le mieux du mieux du mieux dans ReasonML, c'est le refactoring. Dès que vous allez refactoriser quelque chose, vous allez changer le nom d'une props, vous changez votre nom de votre props dans votre composant, et vous attendez que le compilateur il vous pète à la gueule, et vous n'avez plus qu'à corriger les erreurs. Et puis derrière, ça recompile, et derrière, quand ça recompile, ça va s'exécuter sans undefined is not mamama dans votre navigateur. Donc, ce qui est cool aussi avec l'approche ReasonML, la façon de penser, c'est que, en fait, quand on va commencer à coder quelque chose, on va penser à des états, etc. Et après, à l'implémentation, on va oublier potentiellement des cas. Du coup, si on définit un type, comme on voyait le type tout à l'heure avec les états chargement, l'état chargé, l'état j'ai une erreur, si en fait à l'implémentation dans votre fonction de rendu, vous allez oublier de gérer le cas d'erreur par exemple, et bien en fait le compiler il va vous le rappeler à la deuxième passe, il va vous rappeler, il va vous dire voilà mon gars, t'as oublié, je compile pas, et du coup tel endroit, telle ligne s'il te plaît, va gérer tel cas, c'est plutôt cool. Donc là c'est ce que je disais en fait, c'est qu'on va ajuster en fait ce qu'on pensait au premier abord directement à l'implémentation. On va pouvoir régler les erreurs sans trop se prendre la tête, quoi. Et en fait, dans tous les cas, même si vous codez mal du ReasonML et que vous faites du spaghetti ReasonML, eh ben ça sera toujours mieux que du bon gros JS dégueulasse, du spaghetti JS, parce que vous avez plus de sécurité avec le typage. Qui parmi d'entre vous utilise un outil type Flow ou TypeScript? Question que j'aurais dû poser avant. Ok, tout cela, vous allez plus ou moins bien comprendre. Tous les autres, en fait, ça va vous forcer à avoir du code qui marche au premier coup. Ça, j'ai été assez impressionné. Quand ça vous arrive en JS, vous codez votre composant React, vous êtes là, vous êtes chaud pendant 20 minutes et tout. Puis après, vous allez dans le navigateur. Ouais, ah merde, j'ai oublié ça. On retourne dans le composant. On revient dans le navigateur. Ah putain, j'ai oublié ça aussi. On fait quelques allers-retours et puis à la fin, ah ça y est, ça marche. Et en fait, quand vous faites du ReasonML, vous allez mettre un petit peu plus de temps à le coder. Puis après, vous allez arriver dans le navigateur. Ah ben ça marche. Bon, ben c'est normal. En même temps, je me suis fait chier à écrire le composant typé et tout. Donc c'est, en fait, le wow effect que vous avez en JavaScript quand vous allez coder un truc et qui va marcher du premier coup, vous l'avez plus du tout avec ReasonML parce qu'en fait, c'est normal en fait. C'est blasant. Tout ça, c'est une bonne raison pour utiliser Reason. Donc on passe à la partie des questions, et juste avant ça, une partie remerciement à mon pote Mathias Lebrun, Bloody Hall, sur qui j'ai complètement copié mes slides, parce que j'étais du genre quand j'étais gamin à faire les devoirs dans le bus, et là j'ai fait un peu pareil. Mais il a donné cette présentation plusieurs fois et il a affiné avec le temps, donc je le remercie vraiment. Et je pense que vous avez peut-être apprécié le plan ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, merci. Et puis maintenant, j'écoute vos questions. J'aimerais savoir qu'est-ce qui n'est pas cool dans ReasonML. C'est la même question que j'ai vue la dernière fois que mon pote a donné cette presse. Là, moi, avec mon expérience, j'ai rien trouvé qui m'a saoulé. Si ce n'est peut-être, allez, je vais avouer un truc quand même, la doc, en fait, tout ce qui est doc, elle n'est pas mauvaise, mais la doc d'API, donc tout ce qui est API, JS, etc., elle n'est pas super accessible. C'est pas l'équivalent de, je sais pas si quand vous faites du JavaScript, vous avez l'habitude d'aller sur la MDN par exemple, où on a des beaux gros textes avec des bons gros exemples. Là, c'est encore un petit peu hardcore. Et en plus de ça, la syntaxe de pas mal d'exemples est en OCaml. Du coup, vous êtes obligé de vous adapter un petit peu mentalement. Ok, donc éventuellement, je vais faire un copier-coller dans le Playground Reason pour voir à quoi ça ressemble en Reason et pas avoir la syntaxe OCaml qui est un peu... Bon, on s'y fait, ça viendra, à mon avis, c'est un des points qui va être amélioré, mais ouais, c'est un peu le truc qui m'a un petit peu saoulé. Sinon, il y avait un autre point qui était intéressant aussi, c'était la syntaxe. Il y a un moment, ils ont fait une grosse mise à jour, enfin, on va dire une mise à jour conséquente
sur la syntaxe de ReasonML pour que ça soit encore plus comme du JS, gestion des points-virgules et je vous passe les détails. Mais ce qui est ultra cool en fait, au premier abord, on peut se dire oh putain, ils ont encore tout changé. C'est qu'ils ont fourni un exécutable, un binaire, tu le passais sur ton code et bim. Moi je l'ai fait une fois, non je l'ai même fait 2 fois avec 2 types de migration de 0.2 à 0.3 et de 0.3 à 0.4. Et en fait, ça m'a fait la diff dans Git. J'ai pu voir tous les changements que j'aurais dû appliquer à la main. Et j'ai pas eu à le faire à la main. Et ça, c'était plutôt cool finalement. Même si ça bouge, derrière, on a, vu que c'est utilisé par Facebook sur un truc comme Messenger et qu'ils ont, à mon avis, une code base plutôt conséquente, ils sont obligés eux-mêmes d'imaginer les étapes de migration et du coup, ils nous les partagent en plus. Et Sync Await en ReasonML Tout simplement, en fait, on a des bindings sur les promesses, donc on n'a pas l'équivalent de async await nativement dans le langage. On a une librairie qui s'appelle Future, donc Reason Future, qui en fait permet de définir quelque chose qui sera plus tard accessible et ou qui va plus tard être en erreur. Donc on a 2 librairies comme ça, mais j'ai pas du tout eu le besoin. Bon après moi j'étais pas un gros fan de async await parce que je trouve que dans un sens ça perturbe un petit peu, ça trompe un petit peu la lecture, mais ça ce n'est que mon avis. Mais du coup on n'a pas, à ce que je sais, on n'a pas d'équivalent syntaxique natif. Je vais vous donner une question là-dessus. Ouais. C'est le compilateur, il compile vers ES5 d'office ou on peut choisir aussi de compiler vers ES6 En fait, on n'a aucun intérêt de compiler vers ES6 parce qu'à un moment, je vous laissais sous-entendre, le JavaScript utilisé, en fait, il est très bas niveau. Et du coup, en fait, il n'y a aucun bénéfice à tirer en fait, de la nouvelle syntaxe. Parce qu'on a déjà une syntaxe, on va dire, à peu près similaire. On a déjà des modules cool, etc. Du coup, on n'a pas besoin d'obtenir tout ce qui a été apporté avec 2015, 2016, 2017 et puis les autres. Parce qu'on a déjà une syntaxe sympa. Et que le JS... alors, le side effect en fait, de tout ça, c'est que le JS compilé étant plus bas niveau que du JS qu'on aurait écrit à la main, il est plus performant. Du coup, en mémoire, l'empreinte va être potentiellement divisée par 2. Donc Mathias, que je mentionnais là, il a eu un gros produit où ils ont converti, maintenant je pense qu'il doit être quasiment 95% d'OCaml sur une codebase qui était avant complètement JavaScript. Et en fait, quand ils ont mis en prod leur produit, ils avaient une empreinte mémoire qui était divisée par 2, en plus d'une taille de bundle qui était elle aussi divisée, et ils avaient aussi on va dire le CPU, la consommation CPU sur certains parties applicatives qui étaient elles aussi divisées. Donc ça a été c'est vraiment un gros bénéfice pour eux de se dire ok, j'ai du JS bas niveau, il est plus intelligent que du JS que j'aurais écrit à la main, du coup il s'exécute plus vite et il est même plus petit en taille à la compilation et à la minification, quoi. Merci. Alors d'abord merci, ça fait toujours plaisir d'entendre des gens en JavaScript louer les vertus d'équipage fort. Voilà. En fait, donc moi je trouve ça très intéressant, je trouve que ces langages sont assez magiques, hein, les mails et tous ceux qui ont suivi derrière. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a quand même vachement d'alternatives aujourd'hui pour faire ça proprement, y compris avec ce que tu appelles les variants, moi je vais plutôt appeler les algébriques data type. C'est par exemple Helm, c'est quand même assez, tu l'as cité, hein, évidemment, mais aussi, on va dire, des solutions comme Scala.js ou Kotlin.js aujourd'hui. Peut-être qu'ils viennent avec leurs défauts aussi, mais en quoi Reason aujourd'hui a plus de chances, ou peut-être autant, que ce que j'ai déjà cité, et il y a sûrement d'autres que je ne connais pas. Je vais dire un truc très sale parce qu'on est au Meetup React, c'est React. C'est juste que là, on a React qui est du coup implémenté nativement dans le langage. Et pour moi qui suis j'aime pas le mot fanboy parce que j'essaie pas d'être fanboy et je regarde pas ce qui se fait à droite à gauche, mais je suis assez content de l'utilisation de React. Et du coup, voir qu'il y a un langage qui, comme ça, est assez proche de React, qui a été fait par la team de React, parce que Jordan Walk aujourd'hui il est dans la team ReasonML. Donc j'ai pas une affiche chez lui au-dessus de mon lit avec sa tête et tout ça, mais
vu que moi je suis dans tout cet écosystème, je me suis un peu naturellement orienté vers tout ça parce que voilà, c'était cool quoi. Il y avait une communauté, je retrouvais des gens avec qui j'étais dedans. C'est pour ça que je me suis dirigé là-dedans. Je connais pas spécialement Scala.js, donc je vais pas forcément pouvoir bien répondre à ta question et je préfère pas vraiment te répondre quoi. Malheureusement. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super. Ma question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les typings TypeScript? Aucune idée. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise Material UI, une librairie pour faire des composants. Ah ouais, tu veux dire utiliser les bindings? Non, non, parce qu'il faudrait les réécrire en ReasonML en fait. Voilà. Alors, je crois qu'il y a eu des efforts de fait. Je ne saurais pas te dire à quel niveau de maturité c'est. Je sais qu'il y a des gens qui ont pensé à faire en fait convertir en fait créer des interfaces flow. Ça, j'en suis sûr. Pour en fait du code Reason exporté en JS, créer des interfaces flow pour qu'elles soient utilisées à part. Du coup, peut-être qu'on peut imaginer, espérer quelque chose vers TypeScript, mais j'en suis pas sûr. Parce que la majorité aujourd'hui des packages NPM, elles sont souvent typées en TypeScript. Ouais. Et ça serait vraiment super de pouvoir utiliser. Ouais, mais ça serait trop facile. Non, faut tout réécrire. Du coup, le paramètre des librairies utilisables, il est petit, il est grand. Ouais, il est petit. Je ne vais pas te mentir là-dessus, il est assez petit. Par contre, ça je peux vous le montrer à la limite, ça va être encore plus parlant. On peut très rapidement, en fait, se mettre à utiliser, en fait, juste une fonction d'un projet. Alors, est-ce que j'ai Atom d'ouvert là? Non, ok. Bon, alors là, je suis en train de me taper des barres avec un projet que je refais en fait un site WordPress. Je refais le front avec React Native, BS React Native et tout ça. Et en fait, à un moment, j'ai voulu afficher une date relative. Vous savez, un commentaire genre il y a 2 minutes. Puis j'avais pas envie, j'avais la flamme, un gros poil dans la main, de réimplémenter tout ça en Reason. Du coup, je suis allé chercher un projet qui faisait déjà ça. Et alors, je ne sais plus comment il s'appelle, int relative format. Et donc là, j'ai écrit mon petit bindings. Ah ouais, merci. Ouais, c'est pas forcément ultra clair, mais en gros, j'ai défini juste les 3 pauvres fonctions que j'avais besoin. C'était pas ouf, quoi. Donc là, vous pouvez voir directement, il y a un import en fait grosso merdo du module. Après, j'ai dû faire un petit hack parce que en fait, il fallait que j'ai d'accessible dans Windows. Donc j'ai fait un petit hack où là j'ai mis du raw JavaScript. Un autre petit hack pour faire un require d'un fichier. Puis après, j'ai défini nativement l'équivalent de la fonction. Donc je me suis fait ma petite fonction comme ça. Ça, j'ai fait ça 2-3 fois un peu pour on va dire me libérer l'esprit, me dire c'est bon, j'ai ma petite fonction. Mais après, voilà, juste pour finir, il n'y a quand même pas grand-chose de couvert, contrairement à TypeScript aujourd'hui, parce que ça reste un truc plus jeune dans un sens, quoi. Une autre question? C'est pas vraiment une question, mais je trouve que c'est intéressant les 2 questions l'une après l'autre. Parce que globalement, de ce que j'ai compris, parce que je suis pas mal intéressé à Helm, je suis pas mal intéressé à Helm, je pense pas assez pour avoir un avis vraiment expert ou quoi que ce soit. J'ai un peu essayé de coder avec, mais j'ai pas fait de grosses applications ni rien. Mais pour moi, la grosse différence d'usabilité entre Reason et Helm, c'est qu'avec Reason, ça reste un truc qui est assez proche de JavaScript et qui est assez proche de React. Et du coup, il y a ce côté simplicité pour migrer certaines parties de l'application, juste un petit composant par là, un petit composant par-ci, et de toujours avoir accès à l'écosystème de JavaScript, à l'écosystème de React, certains composants qui vont peut-être pas avoir des typings, alors que sur des trucs comme Helm, je ne parle pas du tout de Scala.js que je ne connais pas du tout, mais sur Helm, c'est vraiment un langage complètement différent, un framework complètement différent, un state complètement différent, il y a presque rien à voir avec ce qu'on connaît, ce dont on a l'habitude. Du coup, ça fait peur aux débutants parce que c'est vraiment autant Reason, ça reste relativement différent. Helm, c'est complètement différent. Il n'y a pas de concept d'écrire de l'HTML. C'est vraiment tout avec des composants Helm.
Et il n'y a aucun typing pour quoi que ce soit. Si on veut utiliser des libs, il faut utiliser les libs du store de Helm ou alors faire sa propre lib pour Helm. Il n'y a vraiment aucune intercompatibilité. Et en plus de ça, dès qu'on va avoir des effets, des side effects, je ne sais plus comment ça se dit en français, on est obligé de retourner sur du JavaScript. Et donc du coup, au final, on se retrouve avec une application qui est super efficace, qui est forte, qui ne peut pas cracher dans toute la partie Helm. Mais dès qu'on veut faire des trucs qui ont un vrai intérêt dans le monde réel, de faire un appel à une API, non, ça justement, il y a un truc pour interne qui fait ça, mais la plupart des effets secondaires qu'on peut vouloir avoir, on va être obligé de passer par du JavaScript parce que il n'y a pas du tout assez de libres qui font ça sur Helm. Ouais, et ça, c'est un truc qui est plutôt cool avec ReasonML, c'est que là, vous voyez, j'ai un statement qui commence par pourcentage row, c'est crochet pourcentage row, pour dire, bah là, je mets du JS brut. Du coup, si vous voulez, vous pouvez mettre un alerte, un console log, ce que vous voulez. Hein. Et, vous pouvez, et quand vous faites des appels comme ça, vous pouvez dire, OK, et là, c'est ce que j'ai fait ici, je ne sais pas si ça se voit bien, j'ai défini ma fonction relative date, et je lui ai dit, bah, le type de cette fonction, ça prend une string, ça retourne une string. Et là, derrière, j'ai mis du raw JavaScript. Donc là, j'ai appelé derrière avec un new date, etc. de la string. J'ai fait l'appel JS correspondant. Donc, c'est même pas vraiment un binding en fait que j'ai fait là. C'est mon petit, on va dire mon petit pont à moi, ma petite popote où j'ai dit OK, bah là, tu as ton JavaScript que tu appelles au runtime. Et derrière, bah, moi, je le type de cette façon et j'estime que c'est bon. Après, quand on fait ça, on peut s'exposer aux erreurs runtime JavaScript, quoi. Vous avez d'autres questions? En termes de formation, pour des jeunes qui sortent d'école, comment tu vois la chose? Tu as un peu d'expérience, je crois. Bah non, j'ai pas trop d'expérience en fait en Reason. Je vous parle. Ouais, oui, alors ok. Bah, je dirais que moi, si je devais demander à des profs de me réapprendre, je demanderais à l'école qu'on m'apprenne pas du Java. Je demanderai à l'école que, ouais, on m'apprenne. En fait, j'aurais été content d'apprendre des trucs comme ça plus tôt, parce qu'en fait, pendant longtemps avec JavaScript, je me sentais pas en sécurité en fait. C'est vraiment le truc qui fait aujourd'hui. En fait, moi, je me suis pas orienté vers ReasonML parce que c'est la hype et qu'il y a des gens qui utilisent ReasonML, etc. Je me suis orienté vers ReasonML parce que petit à petit, avec JavaScript, je m'en sentais de moins en moins de sécurité. Je travaillais sur des projets de plus en plus gros. Des projets où il y avait de plus en plus vraiment de besoins de sécurité business, etc. Et du coup, il y a un moment, on a beau écrire des tests, on a beau écrire des storybooks, des machins, parce que l'étape d'avant, je l'ai faite aussi avec 10 milliards de storybooks, des snapshots dans tous les sens, où on a un semblant de sécurité, mais à chaque mise en prod, on serre un petit peu les fesses quand même. Et là, j'ai l'impression d'avoir passé un nouveau level où je me sens un peu plus en sécurité encore qu'avant, parce que je sais que si ça passe à la compile, il y a très peu de chances que j'ai une erreur au runtime. Mais ça arrive quand même parce que typiquement là, je faisais des appels à l'API WordPress REST et je devais décoder le JSON et il y a des moments où je suis parti du principe que j'aurais toujours une valeur et je ne l'ai pas eu. Du coup, dans le navigateur, je me retrouve avec un truc qui pète et je n'avais pas géré l'erreur, donc j'avais une erreur classique JS, quoi. Alors après, pour bien répondre, niveau formation, ouais, je dirais qu'après, ça va être un peu un choix du formateur de dire ok, je vais apprendre un truc plus accessible comme le JavaScript où en fait on apprend, on peut faire des petites erreurs et ajuster, on peut faire des hacks et tout ça. Ou alors je vais orienter mes étudiants vers quelque chose de plus, dans un sens de plus professionnel, de plus strict, peut-être un petit peu plus pénible à apprendre, mais qui derrière va donner un degré de confiance qui sera plus élevé. Je sais pas trop si j'ai répondu. Ok, ça marche. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je ne mange pas. Enfin, je mange, mais après. Bon, après, si vous avez faim, on peut y aller. Merci pour votre attention. Et je répète un petit peu les propos de tout à l'heure. Si vous avez des sujets que vous voudriez proposer, il ne faut pas hésiter. Même si vous n'avez jamais fait de talk, c'est l'occasion de commencer. Ça va vraiment de l'après-midi. Merci à vous.